vous avez été condamné à mort. Cette réunion a pour objet de vous informer des règles et procédures applicables les 35 prochains jours. À l'issue de cette réunion, vous serez amené dans une cellule spéciale où vous demeurerez jusqu'à votre exécution. Votre cellule sera équipée d'une télévision, la lumière sera toujours allumée, vous serez sous constante surveillance. Les seuls objets personnels autorisés seront 30 cm3 de documents juridiques, 30 cm3 de documents religieux, du papier, un stylo, un livre ou magazine, lequel pourra être changé chaque jour. Des produits d'hygiène élémentaire, dentifrice, savon, vous seront remis le temps d'en faire usage et retirés ensuite. Le reste de vos affaires sera inventorié et placé sous scellé dans le bureau des affaires personnelles. Il vous appartient de prendre les dispositions quant à leur destination après votre exécution. Si vous quittez la cellule pour quelque raison que ce soit, vous devrez être fouillé et menotté. En cas de maladie ou de blessure, vous serez autant que possible soigné dans votre cellule. Chaque jour, vous pourrez être contacté par le responsable de votre dossier, ministre religieux, psychologue, un membre du service médical ou des services personnels. Le chapelain de la prison sera constamment disponible et à votre disposition durant les 24 dernières heures de la période. Des visites sans contact seront limitées à 2 visiteurs à la fois, figurant dans votre liste de visiteurs autorisés et pendant les horaires de visite. Les privilèges de visite se termineront à 21 h, le jour précédant votre exécution. Vous serez autorisé à recevoir vos avocats, 2 maximum, jusqu'à 2 heures précédant le moment de votre exécution. Les dispositions de votre enterrement devront être prises par votre famille. Si votre famille ne prend pas de disposition avec une entreprise de pompes funèbres, l'État s'occupera de votre enterrement. La loi rend toute littérature obsolète. J'ai lu, j'ai traduit, j'ai recopié le document. Il n'y avait rien à retrancher, il n'y avait rien à ajouter. Ni Dante, ni Dostoïevski, ni Camus, ni Kafka, etc. J'étais dans la cuisine de l'appartement que j'occupe quand je vais là-bas. J'y passais beaucoup de temps depuis 2 ans, ou 3, je ne sais pas. Et depuis 2 ans, je ne lisais plus que des protocoles d'exécution. L'appartement porte le numéro 15. C'est au premier étage. Il y a un salon un peu sombre avec une vieille télé Toshiba, des papiers et des DVD. Une chambre avec des vêtements qui ne sont pas à moi. Une cuisine avec une fenêtre à 3 panneaux dont j'enlève les grilles quand j'arrive. C'est un immeuble à loyer encadré. Il est situé à l'ouest de la ville, dans un quartier démodé. Il y a un vieux portail en fer, des pamplemousses dans la cour et une piscine un peu verte, délaissée par les résidents. Des paquets Amazon, dont les étiquettes portent les noms d'anciens locataires ou de locataires absents, restent des semaines sur un banc et se délavent sous le soleil. Derrière les bâtiments de faible hauteur, dans lesquels se trouvent les appartements, des studios des 2 pièces, des écuries ont été transformées en garage. Il y a une vieille Mercedes aux pneus à plat, une Toyota pleine de poussière. Je ne croise jamais personne. La ville est bordée à l'ouest par l'océan, elle s'étend vers l'est. Elle rejette les plus pauvres, d'abord dans des quartiers de plus en plus périphériques, puis dans la vallée, enfin le désert. Je conduis des voitures d'emprunt ou de location, je roule des heures sur des boulevards, des avenues, des autoroutes. J'écoute de la musique en voiture, sinon c'est le silence. Tout paraît immobile. Il fait toujours beau. Il y a quelque chose d'inquiétant dans l'air. Peut-être que c'est à cause de la lumière qui écrase tout, même en janvier. Des gens que je ne connais pas me disent « I think we should fuck » ou bien « Do you want to come to the Magic Castle with me ?» Je viens de plus en plus souvent. Je reste de plus en plus longtemps. Je viens l'hiver, surtout. La chaise est en bois de chêne avec dos ajustable. Elle est recouverte d'une peinture acrylique identique à celle du programme spatial. Les sangles en nylon sont conformes aux standards de l'aviation. Il y a 2 sangles pour les chevilles, 2 sangles pour les poignets, un harnais pour le torse. Leurs fermetures sont réglables et ajustables.
La chaise est équipée d'un siège percé en plexiglas sous lequel se glisse un bassin amovible. Le casque est constitué d'une partie extérieure en cuir et d'une partie intérieure en maille de cuivre. Il est entièrement démontable. Les électrodes de cheville sont en laiton massif. Elles sont fixées au pied de la chaise et parallèles au sol. Le casque et les électrodes de cheville sont équipés d'un câble électrique numéro 6. La chaise est connectée au courant par un connecteur de type militaire. En raison de sa construction modulaire, l'ensemble peut être installé en quelques heures par de non-professionnels et réparé sur place. Le mode d'emploi indique que le voltage nécessaire à l'arrêt du cœur d'un homme moyen d'environ 70 kg est de 2000 volts, mais que d'une part, afin de couvrir la possibilité de sujets plus résistants, il convient d'augmenter le voltage de 20%, et que d'autre part, une fois le voltage appliqué, le corps du sujet est saturé, de sorte que le voltage baisse d'environ 10%, selon la résistance du contact avec l'électrode et du corps du sujet, et qu'il convient par conséquent d'augmenter encore le voltage de 10%. Que par conséquent, le voltage à appliquer doit être de 2640 volts. Le mode d'emploi indique en outre que le courant doit être maintenu à 6 ampères pour minimiser le risque de dommages corporels, le risque de cuisson. L'homme est tondu. L'éponge du casque entre l'électrode et le crâne est mouillée. Les jambes sont rasées et enduites d'un gel conducteur aussi appelé électrocrème. L'homme est sanglé à la chaise par le torse, le cou, les jambes, les bras. Sa tête est maintenue par le casque qui lui enserre le crâne. L'homme est cagoulé. L'équipe d'exécution quitte la chambre d'exécution. L'équipe d'exécution se retire dans la chambre d'observation. Les deux pièces sont séparées par une vitre. Il y a une troisième pièce, la salle des témoins, également séparée de la chambre d'exécution par une vitre. L'homme, qui est assis, sanglé, cagoulé, est entouré de vitres à travers lesquelles on l'observe. Il est seul. Le directeur donne le signal. Le chef de l'équipe d'exécution appuie sur l'interrupteur. Une première décharge est appliquée à l'homme pendant une trentaine de secondes. Le corps de l'homme se tend, une pause, pour que le corps refroidisse, ne prenne pas feu. Le corps se détend, plusieurs minutes, 5 minutes, une deuxième décharge. Parfois de même durée, de même intensité, parfois moins forte et plus longue, par exemple 2 minutes. Ça dépend des protocoles, ça dépend des états. Une nouvelle pause. Parfois une troisième décharge. Un médecin entre dans la chambre, examine l'homme, constate la mort. Le directeur de la prison prononce la mort. Il dit le nom, le jour et l'heure. Il ajoute, conformément à l'arrêt de la cour. Le courant va de la tête aux pieds. Le courant n'entre pas dans le cerveau, il ne brûle pas le cerveau. Il se promène le long du corps. Le squelette est bon conducteur d'électricité. La boîte crânienne est résistante. Le courant tourne autour du squelette, va et vient, sur et sous la peau. Les tissus brûlent. Le corps, retenu par les sangles, se tend. Le corps se tend jusqu'à ce que les os se cassent, parfois se disloquent. La première décharge brûle les tissus et casse les os. Les décharges suivantes brûlent ou cuisent l'homme de l'intérieur. L'homme est conscient. Selon le docteur W, en effet, il n'y a aucun élément permettant de penser que le processus rende le cerveau inopérant. Selon le docteur W, les hommes électrocutés par chaise électrique ne meurent pas de mort cérébrale lors de la première décharge, mais de cuisson des organes au cours de la deuxième ou troisième décharge. Pour les animaux, le système électrode pied-tête est interdit. Pour les moutons, par exemple, on utilise une sorte de pince à 2 électrodes qui enserre le crâne, conduit le courant d'une électrode à l'autre à travers le cerveau, brûle le cerveau. Pour les hommes, non. Les tissus de la chair gonflent. L'homme défèque. De la vapeur ou de la fumée sort du corps. Les yeux sortent souvent de leurs trous, tombent et pendent sur les joues. La peau devient rouge. La peau se tend jusqu'à presque se déchirer. Il arrive que l'homme prenne feu. Bruit de friture, odeur de viande grasse brûlée. Après la mort, le corps brûlant ne peut être touché sans que la peau gonflée se déchire, éclate. L'autopsie est différée jusqu'au refroidissement non seulement de l'extérieur du corps, mais aussi des organes internes. Le cerveau, les organes sont cuits. La graisse des tissus a fondu.
La peau se déchire, glisse, tombe. Chaque année, quand j'arrive, la peau me tire, mes talons se fendillent, ma gorge s'assèche. L'air est de plus en plus sec. C'est à la fin de l'automne que les incendies sont les plus dangereux, quand la végétation a été brûlée par l'été et que le vent se lève. Un vent de plus en plus violent qui porte un nom de saint. Un vent dans le ciel bleu qui jonche le sol de grandes feuilles sèches et brunes. Ils disent que c'est un vent qui rend fou, qui augmente les migraines, les violences, les suicides. On ne sait pas comment partent les feux. Peut-être que ce sont des malades, des vagabonds, des camés qui les allument, des gens qui n'ont rien ou qui se foutent de tout. Certains soupçonnent les promoteurs. Il y a d'autres théories. C'est le pays des théories, des religions, des sectes, des astrologues, des complotistes. Là-bas, on entre en contact avec les morts. C'est un pays de sectes, d'argent et de serial killers. Là-bas, on distribue des tests pour le fentanyl dans les librairies. Le feu part en quelques minutes. Après, il n'y a qu'à attendre. Le vent fait son travail. Parfois, ce sont des collines entières qui brûlent, parfois des quartiers entiers. Pourtant, c'est un tremblement de terre qu'on redoute surtout. Il y a souvent des secousses sans gravité, juste quelques secondes qui font tomber un livre ou une tasse ou rien. L'impression reste dans le corps, l'impression que rien ne tient, que l'équilibre est provisoire. Tout est suspendu à la possibilité d'une catastrophe. On ne sait pas laquelle, on ne sait pas quand. On n'en est même pas sûr. Peut-être qu'il ne se passera rien, rien avant qu'on meure, d'être devenu trop vieux, d'avoir trop bouffé, tué par un cinglé ou une mauvaise drogue à la soirée de la veille. On ne sait rien, il fait toujours beau, tout le monde sourit toujours. Constance Debré, Protocole, c'est son livre qui vient de paraître chez Flammarion et qui semble poursuivre un cycle ouvert avec Offense, paru il y a 2 ans, après Playboy ou encore Love Me Tender, vu au cinéma récemment avec l'actrice Vicky Krieps. Protocole comme les protocoles d'exécution des condamnés à mort, et la palette est très variée, on en reparlera. Protocole intercalé de scènes de la vie quotidienne, là-bas, comme vous l'écrivez, outre-Atlantique. Bonjour Constance Debré. Bonjour Olivia. Il n'existe aucune image d'un homme tué en application de la loi, aucune image, aucun film, vous le racontez, mais toute une littérature juridique dans laquelle vous vous êtes plongé pour écrire ce livre. Jusqu'où? Jusqu'au vertige? C'est abyssal. C'est le moment de placer cette phrase de Huysmans, l'au-delà du mal ne s'atteint pas. Oui, c'est une matière abyssale, ça c'est sûr, parce qu'il y a 27 États qui ont la peine de mort aux États-Unis et qu'on peut remonter et que, voilà, dans les strates historiques, donc ça c'est infini. Alors, je pourrais parler dans le détail de la matière, mais je vais peut-être juste précéder une réponse plus détaillée par l'idée que je crois que je cherche à cerner, mais c'est peut-être un des objets de la littérature, ce sentiment de damnation qui me paraît constituer la matière de nos jours et que oui, tombant sur cette matière, tomber dessus ou tomber dedans, mais je la cherchais un peu, ça m'a paru quelque chose de, si j'ose dire, d'idéal. Quant au vertige, oui et non, parce que je crois que c'est ce sentiment de damnation. Je suis presque rassurée quand je vois que la catastrophe est là et oui, enfin qu'elle est là, que les choses sont dites.
on ne saurait mieux. Quand je dis la littérature, le droit rend toute la littérature obsolète, c'est ce sentiment-là que j'ai quand je découvre, au moment où je le découvre, effectivement, je commence à piocher ces protocoles et je me dis, quand je vois cette phrase, vous avez été condamné à mort, et je dis, c'est même pas cette chose autour de laquelle on tourne tous, c'est aussi notre condamnation à mort, et cette chose auquel la littérature tourne, essaye de faire un sort, ou elle est écrite dans une loi qui s'adresse, qui est d'exécution forcée, si j'ose dire. Oui, c'est ça, parce que nous sommes tous condamnés à mourir. Mais là, c'est une condamnation à mort, et elle est prononcée par un tiers, par une tierce personne, par une institution, par la société. Elle est prononcée par nous, en fait, sur un individu. Hein, et c'est là qu'elle va s'appliquer, cette condamnation-là. Oui, bien sûr. Il y a toujours il y a plusieurs aspects, mais il y a bien sûr cet aspect-là très premier degré de l'incroyable à la fois du principe et dans sa réalité, dans sa matérialité de ces protocoles qui, donc la loi, et qui, je crois, pour moi, est une tentative de s'arracher au mal. Enfin, si on fait des lois depuis toujours, c'est pour tenter de donner un ordre et de tendre vers le bien. Et de voir, non seulement le principe de la peine de mort, on peut en discuter 1000 ans, mais je préférais trouver plus intéressant de s'attacher à sa matérialité et de l'avoir expliqué, détaillé, comme parce que nous vivons dans une société technique et des détails, de voir ce meurtre rituel où, par la loi, c'est un peu la même chose, expliqué comme un fonctionnement de machine à laver, je trouvais ça effectivement vertigineux. Oui, c'est rituel, hein, et ces protocoles sont réellement relèvent de l'ordre du cérémonial clinique. Et on va l'entendre encore. Donc juste damnation, je reviens sur cette idée très faustienne. Là, on est entré dans un cycle, le cycle de la damnation. Et ça a commencé avec offense, vous diriez ça, littérairement parlant, en tout cas dans ce que vous construisez. Il y aura un troisième volet, possiblement? Oui, j'aime bien 3, ouais. Mais voilà. Il sera encore d'une gaieté folle. Préparez-vous. On est prévenus. C'est intéressant ce que vous... Je vois pas très... Là, j'ai mis la barre assez haut avec les protocoles. Je commence à me dire... Qu'est-ce qui précède la damnation, juste pour savoir... Après ce cycle-là, peut-être vous reviendrez un peu plus vers la lumière, non? C'est ça? Il faut boucler certaines choses. Il faudra bien surprendre. Il faut se contraster soi-même, non? Bon. Vous dites que vous racontez la matérialité de la peine de mort. Et c'est vrai, vous n'émettez à aucun moment dans ce livre aucun avis, aucune dénonciation. Vous ne laissez pas non plus transparaître des affects particuliers. On l'entendait d'ailleurs durant cette lecture, c'est pareil. Il y a peu d'émotions, c'est presque vous parlez presque comme un juge qui donne l'énoncé ou de la peine qui va être appliquée. Vous ne défendez pas, vous n'accusez pas, vous ne jugez pas. Et même ce que je trouve intéressant, et pardon pour ce petit aparté, mais c'est qu'il n'y a pas non plus un cocorico. C'est pas la France contre les États-Unis. Vous dites pas, nous, on a Robert Badinter, la peine de mort, on est bien meilleur que les autres. On l'a aboli il y a de cela plus de 40 ans. Et regardez ce peuple sauvage qui se dit démocratique et que sont les États-Unis et qui, eux, entretiennent dans un certain nombre d'États. Combien vous avez dit? 28, 29 27 aujourd'hui, encore ce principe de peine qu'est la peine de mort. Non, vous faites ça sans jugement. Il y avait cette envie, peut-être parce que les faits se suffisent à eux-mêmes, de ne pas y mettre ni jugement ni affect dans cette description. Oui, ça c'est la première réponse. Quand on a une matière si effarante, je crois que c'est le bon terme, tout commentaire me paraîtrait superflu et... je crois qu'il faut laisser l'obscénité des faits faire son effet. Enfin voilà, juste laisser au lecteur éprouver ce qu'il veut éprouver en lisant ça. Je crois que ça se suffit. Je crois que le silence
autour de cette matière, en tout cas m'a paru la meilleure chose à faire. Ouais. Quant à l'histoire Le sens de Cocorico. Du Cocorico, plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il me semble, c'est une vieille idée, elle est très précisément dite et exprimée par Dostoïevski de mémoire, notamment dans Les Frères Karamazov et Les Démons, que je vous conseille. Et est reprise par Camus dans La Chute, qui est que tout acte de l'homme implique tous les hommes. Je crois que c'est ça, c'est ça un peu l'humanité, c'est que tout ce qui arrive ou tout ce que fait un autre, un tiers, un autre homme sur Terre, nous concerne et plus que nous concerne, engage notre responsabilité. Donc, il me semble que la littérature a à voir avec cette idée. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle on écrit et que ce qu'on écrit à partir d'une existence singulière, un moment singulier sur un endroit de la Terre, pourra être entendu, peut potentiellement être entendu par n'importe qui. C'est pour ça que quand je lis Sophocle, ça me dit quelque chose, ou Dostoïevski, voilà, parce que c'est l'humanité qui se parle. Par conséquent, ce qui se passe aux États-Unis concerne l'humanité entière et donc me concerne. C'est pas je suis français, voilà. Par ailleurs, et de façon plus, disons, moins générale, oui, on peut se féliciter que ça nous paraisse tout à coup sauvage, d'une violence inouïe, incompréhensible, cruelle, etc. Alors, non seulement, oui, bien sûr, oui, la peine de mort a été abolie en France, comme on sait, en 81, et même dans les dernières années, elle n'était pas exercée comme elle l'est encore dans certains États des États-Unis, la moitié en gros. Mais c'est parce qu'aussi le degré de violence est moindre en Europe. Et toutes les discussions américaines sur la meilleure manière de tuer, c'est ça leur débat, c'est la meilleure manière de tuer. La plus humaine. Oui, la plus humaine. Parce qu'il faut respecter un principe juridique, pardon de faire un peu de droit, qui est dans leur constitution, le 8e amendement, qui interdit en gros les tortures, mais les peines cruelles. Donc il faut tuer humainement. Et ben, on a eu exactement les mêmes débats au moment de la Révolution. Voilà, mais ça c'est un détail juste pour replacer le débat, mais et c'est pour ça que je ne nomme pas les États-Unis, sans les cacher, on comprend très bien que c'est de ça qu'il s'agit, mais parce que ça dit quelque chose de nous tous, à la fois oui, bien sûr, elle a à plusieurs niveaux, évidemment, de la damnation, mais aussi de ce que c'est qu'être un homme. Un homme, c'est de participer à une société, c'est de condamner, c'est d'appliquer des peines à des hommes jusque dans ce degré de violence, donc les tuer. Et avec la froideur technique qui est celle de notre temps, mais aussi pour dire qu'il me semble que la modernité est archaïque. Enfin, je veux dire, les passions sont anciennes, les techniques ne cessent d'évoluer,
mais c'est toujours la même histoire. Archaïque, c'est vraiment le mot qui reste. En tout cas, pour moi, la lecture de votre livre, Constance Debré, dans toute cette modernité, l'idée que finalement, et d'ailleurs 1981, l'abolition de la peine de mort, c'est très très récent. Il ne faut pas oublier tous les milliers d'années qui ont précédé aussi cette décision, et dans cette volonté de faire justice, ou en tout cas d'appliquer la règle, qui consiste à pouvoir adapter la peine au crime qui a été commis jusqu'à la peine de mort. Cette manière de donner la mort à quelqu'un est tout simplement archaïque, et c'est ce qu'on comprend au fil de cette lecture, c'est-à-dire qu'à travers l'idée du progrès, et y compris du progrès technique, de cette inventivité qui est mise au service de ce projet aussi basique qui est donner la mort, au final, il reste quelque chose d'extrêmement primitif dans cet acte-là. Alors il existe aussi toute une littérature, tout court, pas juridique, du condamné. Et vous avez évoqué Dostoïevski, on peut penser à l'idiot aussi, à sa propre vie, tout simplement. On peut penser à Jean Genet, et évidemment à Hugo avec Le dernier jour d'un condamné. Est-ce qu'il y a une filiation pour vous entre Protocole et ces livres qu'on vient d'évoquer, une philosophie commune, une dette littéraire, peut-être finalement, comme on l'évoquait, pas tant de différence d'une époque à l'autre. Est-ce que vous sentez-vous dans l'écriture de ce livre comme un trait de plume qui se continue ? Alors oui, plusieurs choses. Je pense qu'on est aussi... l'idée de sacrifice est dans toutes les civilisations. Et il me semble qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, qu'il y a toujours, qu'on marche toujours au sacrifice. C'est une idée qui a été... encore une fois, le Christ, c'est un type qui est condamné à mort. Il y en a partout des sacrifices. Dans les fondements des civilisations, et évidemment dans toute la littérature, et dans beaucoup d'œuvres philosophiques aussi. Et pour ce qui est de... Encore avant de répondre vraiment à votre question, mais je crois qu'on se met soi-même très spontanément à la place de celui qui est condamné. D'abord, je parle même avant la peine, avant n'importe quelle peine. Je pense que la position de celui qui reçoit le jugement, qui est seul face à la communauté des hommes et qui va être condamné par la communauté des hommes au nom de l'humanité, parce que c'est toujours ça, quelle que soit la société, c'est au nom d'un pays, mais c'est au nom de l'humanité, c'est au nom de la communauté. La communauté, à un moment, exclut, juge, voilà, convoque un homme qui va se mettre debout et va le condamner pour avoir transgressé les règles de la communauté. C'est quelque chose d'une grande violence, et je pense que cette position, qui est une position presque de cauchemar, où on est jugé, c'est une figure, disons, une figure de notre expérience d'homme qui, bien sûr, qui nous est familière, je pense, quelque part dans notre cerveau. Et, on l'a vu. Oui. Ouais. Même encore une fois avant la peine, et bien sûr tous les écrivains que vous avez cités, et il y en a plein d'autres, je pense que l'ont abordé et ont imprégné nos imaginaires. Bien sûr. Ouais. Ou notre conscience de ce qui se joue dans cet acte-là. Ouais. Et donc, je les ai lus, et oui, bien sûr, je me suis... Mais même avant de l'écrire, c'est les livres que j'aime, qui m'ont fait. Ouais. Vous dites, on a du mal quand on est l'homme debout à qui ça arrive et qui entend cette décision, on a finalement du mal à l'accepter. Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'au bout, en fait, je ne sais pas quel terme vous retiendriez pour le qualifier, mais c'est que cette condamnation à la mort, elle est inacceptable, elle est inentendable. Et vous le racontez d'ailleurs, il y a des années de procédures juridiques qui vont suivre après l'application à la déclaration, comment dit-on, après que la peine tombe, de recours des avocats pour tenter de faire annuler la sentence ou la réduire. Si bien que cette perspective, elle devient au final pour le condamné complètement irréelle, y compris pour son entourage, y compris pour ses avocats, jusqu'à ce que finalement toutes les voies de recours soient épuisées
réalisé et que le mandat d'exécution soit délivré. À partir de là, tout ça se joue extrêmement rapidement et tout à coup, c'est là, c'est réel. Mais, enfin, c'est réel, ça va arriver, mais on ne s'habitue jamais à l'idée de mort, hein. Oui, mais je crois que ça, c'est... Enfin, encore une fois, je ne veux pas dire que nous sommes dans la situation de ceux qui vont vraiment être exécutés. Très nette différence, et croyez bien que je la perçoive, mais il y a aussi, bien sûr, c'est la même idée. C'est-à-dire c'est le principe. On est, et très vite, on comprend qu'on est condamné à mort. Et pourtant, plus le temps passe, plus on s'habitue à être en vie. Donc, plus la mort arrive, moins on y croit. Bon, et pour eux, c'est effectivement la même chose, c'est-à-dire qu'il existe, et c'est heureux parce qu'il existe, enfin, le système juridique américain est paradoxal, enfin, comme voilà, beaucoup de choses chez eux, et donc il y a beaucoup de droits. C'est un système qui donne beaucoup de droits, mais l'effectivité, comme on dit, des droits est pas toujours assuré, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, ces types sont condamnés. Je pourrais en parler longtemps, mais on n'a pas le temps, les conditions dans lesquelles ils sont condamnés. Et en effet, ils ont généralement, je crois que la moyenne de temps entre l'exécution et la condamnation est de 20 ans. Voilà. Donc, il faut imaginer quand même ce que c'est que de passer de 20 ans en prison, et puis surtout, quel est le sens, si tant est que l'exécution, que la condamnation à mort soit légitime, suivons l'idée de façon comme hypothèse, quel est le sens de la peine quand c'est 20 ans plus tard ? Et donc, on a un nombre de condamnés à mort qui ont 70 ans, qui sont de vieux messieurs, malades. On les soigne jusqu'au dernier moment. Ils ont du diabète, des cancers. On les soigne, on les maintient en vie pour que la loi soit appliquée. Puisque finalement, c'est même plus la question de savoir la question de la mort, parce qu'ils vont mourir de maladie ou de vieillesse. Ils sont au bord d'eux. Mais non, c'est pas ça qu'il faut, c'est que la loi soit appliquée. Ouais, c'est jusqu'au boutiste en fait. C'est ça qui est fascinant et vous le racontez dans le livre, ce côté très presque têtu, un peu obstiné. Alors je ne sais pas si c'est des gens de droit ou de ceux qui ont pour mission de l'appliquer, mais effectivement il y a cet exemple de ce condamné à mort qui est en cancer, qui a atteint d'un cancer phase terminale et qu'on va tenir en vie coûte que coûte pour pouvoir l'amener sur la chaise pour qu'il meure, mais dans ce temps presque ritualisé qu'on évoquait de cette peine de mort qui doit lui être appliquée, ce qui est complètement délirant, je crois qu'absurde parfois est quand même un mot qu'on peut avoir envie de revenir. Ou alors cet exemple de condamné à mort qui va être piqué plus de 8 fois, 10 fois, jusqu'à ce qu'on arrive à trouver la bonne veine pour que l'injection létale finisse par le tuer. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on pense à cette idée de progrès, à cette idée de pratiquer la peine de mort de manière humaine. On se dit qu'aujourd'hui, on est quand même au XXIe siècle et que ça devrait s'améliorer. Et d'ailleurs, l'injection létale est perçue, et c'est la plus pratiquée, comme étant une des procédures les plus saines, entre guillemets, peut-être mieux que la pendaison, la chaise électrique ou la chambre à gaz. On finit par se dire aussi qu'en la matière, on n'arrête quand même pas le progrès, qu'il y a toute une forme d'inventivité au service de ce projet. Mais juste, vous ne nous avez pas encore parlé. Enfin, moi, je dois vous avouer qu'à la lecture, j'ai fini par me dire d'en revenir à me demander si je pouvais choisir. Qu'est-ce qu'on préfère ? Oui, bien sûr. Non, pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Qu'est-ce que je choisirais ? Qu'est-ce qu'on préférerait ? Oui, alors moi, j'ai choisi vous. Oh, bah, c'est évident. Ah ? C'est assez évident, le peloton d'exécution. Ah, moi aussi. Bah oui. Oui, avec le cœur, ma petite cible à la place sûr. de mon cœur. C'est celle qui semble oui, c'est ce qu'il y a de mieux, oui, je confirme. Et là aussi, on se dit que c'est un peu absurde. Mais d'ailleurs, il y a même un juge de la Cour suprême, Sotomayor, pour ne pas la nommer, qui dit oui, c'est la plus efficace, c'est ce qu'il faut faire, mais c'est malheureusement la moins appliquée parce que, mais ça, c'est une constante du encore une fois, c'est cette idée qu'il faut que la peine soit digne
à la fois pour le condamné, mais pour l'État. Et donc, voilà, on est dans quelque chose de très archaïque, la condamnation à mort, qui a existé dans toutes les civilisations, qui tend, en tout cas en Europe, qui a disparu en Europe et qui tend à disparaître, même aux États-Unis. Ça c'est quand même en voie de... pas de disparition, mais c'est beaucoup moins, il y a beaucoup moins d'exécutions et de condamnations qu'il y a 20 ans. Donc c'est des choses très archaïques qui va s'associer dans quelque chose qui accroît le sentiment d'absurde avec toute la modernité et la foi dans le progrès. Et c'est très frappant aux États-Unis. Est-ce qu'il y a un pays au monde qui croit plus au progrès que les États-Unis? Sans doute pas, au progrès technique, j'entends. Et donc, quand au 19e siècle apparaissent le gaz et l'électricité, on dit super, voilà, on va mettre le gaz et l'électricité. En plus, plus on met de la technique, plus on met quelque chose entre le bourreau et le condamné. Voilà. Et ça, on croit qu'on va protéger aussi le bourreau. C'est l'idée des écrans qui nous est assez familière aujourd'hui. C'est la même chose. Et gaz et électricité, oui, donc ce sont les Américains qui ont inventé la chambre à gaz. Pour information, en 1922 au Nevada, une pratique qui a été poursuivie, qui est d'ailleurs toujours valable aujourd'hui. Et puis ensuite, on va passer à quelque chose de plus... Voilà, le progrès, après, c'est la médecine. C'est la chimie et les injections létales. Et de toute façon, ça ne marche pas. Voilà. 2 secondes pour entrer dans le détail, c'est un peu journalistique, mais il me semble que ce n'est pas inintéressant pour plusieurs raisons. D'abord, quand les gens qui font ces choses-là, qui établissent ces protocoles, ne sont pas des médecins ni des chercheurs. On sait bien que quand on a fait des études de médecine, quand on ne va pas travailler dans un pénitencier d'Alabama. Parce qu'on a autre chose à faire, d'une part. D'autre part, on ne peut pas être consulté pour ces choses-là, même si on en aurait envie, parce qu'il y a une déontologie. Le serment d'Hippocrate, etc. On n'apprend pas ces choses-là pour tuer quelqu'un. Donc c'est interdit. Donc les types qui ont établi dans les années 80 les protocoles, les cocktails qu'on injecte aux condamnés, on fait ça au petit bonheur. En disant, ouais, moi j'ai été opéré une fois, on va prendre un anesthésiant, puis on va le mettre très fort, ça finira bien, puis on va rajouter un peu de... Voilà. Ça, c'est comme ça que ça se passe. Et tous les États se copient. Et puis, deuxième problème, les techniciens, c'est comme ça qu'on parle aussi. On ne parle plus de bourreaux, ce sont des techniciens, des membres d'équipe. Voilà, on est dans cette taylorisation de l'exécution. Non, c'est pas des infirmiers, même problème. Les infirmiers n'ont pas le droit, donc ils n'ont pas de formation. Ils savent pas trouver une veine. En plus, les types sont vieux, ils ont souvent été camés, ils ont 20 ans de mauvaise bouffe, de prison, et donc on trouve plus les veines. Voilà. Et puis, dernier problème, très récent, les laboratoires pharmaceutiques ont interdit l'emploi d'un produit. Et donc, voilà, les gens ne savent plus, on ne sait plus comment tuer. Et donc, on est avec cette... je trouve c'est tout à fait à l'image de notre société, comme ça, sûre, technique, de maîtrise totale, et qui, en réalité, ne marche pas. Enfin, et tout le monde est pris dans cette logique technique de protocole et il suffit d'ouvrir les yeux, juste de lire un compte-rendu, c'est pour ça que je n'ai rien à ajouter, un protocole d'exécution ou un compte-rendu d'exécution pour voir que ça ne va pas, ça ne marche pas, que c'est même contraire au principe d'interdiction des peines cruelles, qui est censé être le principe des peines aux États-Unis. Je ne sais plus quelle était votre question, mais... C'était
pas loin, je pense. Hein? Non, mais il y a un côté bras cassé, en fait. Au bout Il y a d'un moment, un côté on part sur le côté l'hyper oui, mais dont on protocolisation pourrait... de la chose, et on se dit, mais finalement, là encore, c'est ce qui est humain, c'est qu'au moment où on va appliquer ça, c'est pas du tout... oui, c'est très mal géré. Et pire, le condamné à mort devient presque le cobaye de laboratoire de ces protocoles qui ont été écrits par des hommes qui ne sont même pas en blouse blanche. Moi, ça m'a fasciné, cette histoire des médecins. Je n'avais pas du tout pensé au serment d'Hippocrate dont vous parlez et au fait qu'il n'y a aucun médecin présent, enfin logiquement, parce qu'il y a eu des affaires, mais ils n'ont pas le droit. Ils ne sont pas là pour donner la mort, ils sont là pour... C'est très difficile de tuer un homme, voilà. C'est-à-dire que on croit toujours, ou peut-être que certains croient que des débats qu'on a aussi aujourd'hui sur d'autres sujets, mais que le progrès, voilà, cette foi au progrès, ben non, c'est toujours... tout est toujours aussi archaïque et aussi mal organisé. Vous savez, il y a toujours ce moment où les enfants se rendent compte que les parents, que les adultes mentent, qu'en réalité les adultes ne savent pas, que les adultes n'ont pas organisé le monde aussi bien que les enfants croient ou que les adultes leur ont dit qu'ils sont perdus. Et là, c'est la même chose. Tout ça est tragique, en fait. Voilà, c'est tout. Si je reviens au XVIIe et aux moralistes, dont la grande affaire était le cœur humain, toute cette matière, finalement, qu'est-ce que ça nous dit ? Couper des têtes, qu'est-ce que ça nous dit du cœur humain ? Du cœur ou de la... La tête, il n'y en a plus. J'en sais rien, mais je crois qu'une des constantes de l'humanité ou de chacun de nous, dans même un niveau beaucoup plus banal, c'est cette tentative de s'arracher au mal. Et encore une fois, je crois que la loi c'est l'expression de cette tentative. Mais qu'on n'y arrive pas, manifestement. C'est-à-dire que vous pensez que quand on établit notamment ces protocoles, quand on se pose la question de la peine, on essaye aussi de faire le bien. C'est l'autre dimension, cette tension entre le bien et le mal, elle est en permanente présente dans la règle et dans la loi, mais y compris là. Bien sûr. Ceux qui sont favorables à la peine de mort ne sont pas des méchants de dessins animés ou des sadiques ou des malades. La plupart des philosophes, jusqu'au XIXe siècle en tout cas, étaient favorables à la peine de mort. C'était presque pas un sujet. Je crois que Kant exprimait l'idée que la peine de mort était un des critères de l'humanité par opposition aux animaux. Que nous, on se tuait, enfin, en dehors de la question de la guerre, on tuait pas les hommes pour se nourrir, on tuait les hommes, on se tuait entre nous quand un membre de l'humanité avait transgressé si violemment une règle qu'il relevait de l'équilibre de l'humanité, de l'exclure de l'humanité. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus faire partie de nous. Sinon, il menaçait l'humanité dans sa cohésion morale. Donc, c'est des idées de cet ordre qui justifient certainement pour ceux qui sont favorables, la peine de mort. Et puis, à un autre niveau, je suis très frappée par encore une fois, ce principe du 8e amendement qui interdit les peines cruelles. Et chaque loi prévoyant la peine de mort, chaque protocole d'exécution, puisqu'on est dans un système juridique et qu'il y a toujours des recours, ça doit être validé au regard de ce principe. Donc, tout ce que je vous ai lu, là, tous les protocoles, c'est pas moi, je les ai pas inventés, hein, c'est pas de la fiction au sens de l'imaginaire. Ce sont des textes juridiques. Bon. Donc tous ces textes
ont été validés, des juges, c'est-à-dire des gens qui ont fait, qui eux-mêmes croient à cette chose du droit, qui croient au principe de la Constitution, qui croient à l'importance de l'interdiction des peines cruelles et qui, voilà, au regard, qui vont dire, ben non, ça c'est bon, ça n'est pas cruel. C'est extraordinaire, non? Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Et ils ne peuvent pas faire autrement parce que il y a une somme de jurisprudence et la cruauté a été définie de telle ou telle sorte et effectivement, c'est pas cruel. Ah bon? Et vous, en quoi croyez-vous? Non, moi je crois. Je suis très gênée là. Oui, je crois peut-être à l'impossibilité de s'arracher au mal, mais à la nécessité d'essayer, oui, notamment. Et on continue d'essayer. Est-ce que vous avez l'impression, vous, d'essayer plus quand vous aviez votre robe d'avocat sur ces situations-là, quand vous exerciez, ou en étant écrivain, ou en racontant, ou en faisant le récit de ça? Pour moi, c'est... Oui, il y a une continuité plus qu'une rupture dans les deux. Mais oui, il y avait une vraie continuité. Mais non, je pense que l'impression, pardon, ça devient personnel, mais oui, que c'est que ce que j'essaye de faire maintenant, depuis que j'écris, est plus important parce que qu'il s'agit de dire la vérité sur d'essayer de faire sentir cette damnation ou la tragédie humaine ou notre condition humaine dans ces voilà, c'est-à-dire de dire ça n'est pas vrai. Voilà, le monde dans lequel on vit, où on est, d'ailleurs, il faut bien qu'on croie aux mensonges de temps en temps, mais non, on n'est pas fou. Voilà, on n'est pas fou parce qu'on sait que c'est pas vrai. On sait que ça va pas bien, d'une certaine manière, et d'arriver à le faire sentir, hein, par des livres. Ça me paraît... voilà. Mais je ne sais pas très bien, d'ailleurs, c'est une sorte de mystère, finalement, cette place des livres, qu'on y croit tous. On peut, pendant des heures, expliquer pourquoi la littérature est si importante. Bon. Et pour certains, dire comme c'est dommage, les jeunes ne lisent plus. Bon. Mais Huysmans dit la même chose, disait la même chose il y a pas mal de temps, donc c'est un vieux problème. Mais pourtant, ça reste assez mystérieux. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, moi, personnellement, comme lectrice ou maintenant écrivain, et la société dans laquelle je vis, finalement, accorde autant d'importance et soit en quelque sorte fondée aussi. Ça relève d'une sorte de foi. Dans ces mots qui ont été alignés par quelqu'un et on pense que c'est important. Pardon, mais c'est très étonnant si on réfléchit vraiment. Oui, c'est-à-dire qu'on peut se dire que ces condamnés ont peut-être plus besoin d'un avocat pour le coup que d'un écrivain pour les sauver, mais c'est pas forcément sûr. Ah oui, ça c'est sûr. Ce qui est intéressant, c'est que dans la confiance que vous leur accordez ou le pouvoir que vous accordez au livre, vous l'avez évoqué, c'est la question de la vérité. Quand vous écrivez, pour vous, je ne sais pas si c'est un rapport à vous-même ou un rapport à vos lecteurs, mais un livre doit dire la vérité. Il doit poser des vérités, en tout cas. Ah ben, ça me paraît, oui, ça me paraît essentiel. Je pense que... Voilà, alors c'est peut-être une des justifications de la littérature, mais il me semble que c'est... Un de ces objets, c'est de dire des choses qu'on sait, parce que si ça va être lu et si tout d'un coup il se passe quelque chose entre un écrivain qui pressent dans un livre et des lecteurs, c'est que le lecteur reconnaît quelque chose. Donc il reconnaît une vérité, une vérité.
Je ne sais plus du tout ce que je voulais dire. Qu'est-ce que vous me disiez? La vérité. Ah oui, la vérité. L'important de ne pas mentir dans les livres quand on les écrit. Non, c'est qu'il y a des choses qui ne peuvent pas avoir leur place dans le monde qui n'est pas celui des livres. Parce qu'on ne peut pas les dire, parce que si on les disait, on n'arriverait plus, on serait plus au café, on serait... Après, j'ai un peu gêné pour enchaîner, parce qu'on ne saurait pas très bien quoi faire de ces vérités, parce que c'est pas quelque chose qui est qui doit glisser entre les corps des vivants, si j'ose dire, mais qui peut être vu à travers, voilà, dans la solitude de la lecture, cette espèce de semi-solitude. Et c'est des vérités qui sont importantes parce que c'est des choses qu'on sait et qu'on croit être seul à pressentir, il me semble. Mais si on les lit dans un livre, on se dit « Ah, c'est bon, je ne suis pas fou ». Et voilà, bon, tout ça va très mal se terminer, on le sait, mais que la vérité soit dite avant, oui, je pense que c'est une des choses qui nous incombe de pas avoir menti ou de ne pas s'être menti. Et que par ailleurs, pour dire les choses autrement, il me semble que la littérature est aussi là pour dire ce qu'on ne veut pas voir de nous-mêmes, des abysses de ce que c'est qu'être un homme. Et voilà, c'est ça aussi. Et quand moi j'ai lu ces protocoles, quand je suis tombée dessus, je me suis dit... voilà, il faut que ce soit lu. Il faut que ce soit lu par d'autres. C'est tellement incroyable quand même. C'est tellement fou de ce que ça dit, de ce qu'on est, que je voudrais arriver à faire un livre qui amène des gens qui ne sont pas avocats pénalistes en Alabama ou condamnés au Texas, j'en sais rien, à lire ça. Parce que voilà, ce sont des hommes qui ont édicté ces textes, ils les ont écrits en se posant la question de savoir s'ils mettaient tel mot ou s'ils mettaient une virgule là, et puis qui sont appliqués. Et tout ça est quelque chose d'aussi réel et aussi normal que ce verre d'eau. Voilà. Donc il me semblait que ces choses-là qui nous... encore une fois, qui nous implique, qui nous oblige dans ce que c'est qu'être sur Terre aujourd'hui, devait être lu. Et je voulais faire un livre, je voulais amener les lecteurs à traverser cette matière-là. Et ça, après, j'avais des problèmes, après, c'est des problèmes ou des questions, des enjeux d'écriture et comment on le fait, etc. Mais moi, c'était ça. Je me suis dit que j'ai vu ça, je me suis dit, il faut le dire. Il faut que ce soit vu parce que ça dit quelque chose quand même. Il faut que ce soit su. Voilà. Donc je suis contente on va le lire, qu'il soit publié. On va le lire. Ouais. Bah oui, on va le lire parce que vous pensez quand même aussi, à votre lecteur quand vous l'écrivez ce livre et quand vous choisissez les mots, quand vous pensez à la manière d'organiser ou d'agencer le récit. Et d'ailleurs, il y a une autre partie du récit, du roman dont on n'a pas du tout parlé, qui est celle que vous écrivez au jeu, à la première personne du singulier, c'est-à-dire c'est presque ces scènes de la vie quotidienne inspirées de la vôtre, là-bas qui s'intercalent ou qui alternent avec la description de ces protocoles. C'est intéressant, vous dites à un moment, vous écrivez, vous racontez, c'est une scène, vous retrouvez quelqu'un qui vous est... où le jeu retrouve quelqu'un qui lui est cher et proche, et il est simplement question de Airbnb, de pizza pepperoni et de billard auquel vous jouez. Et vous écrivez, je pense que cet instant est une faille dans le chaos, qu'un ordre a été rétabli, quand bien même il ne s'agit que d'un ordre relatif et sans doute provisoire entre deux êtres, et non de l'ordre du monde qui, lui, ne peut pas l'être, ce qu'il sait déjà. Il y a la même chose en fait qui se joue dans la lecture. C'est des failles en fait que ces instants introduisent. C'est des failles
tendre, affective, belle, simple, banale, parfois absurde aussi dans les échanges qui se jouent. C'est la vie, en fait, qui se réintroduit à travers ces scènes. Mais cette vie-là, elle coexiste avec la mort qu'on a décrite. Ce n'est pas deux mondes différents. Ce sont des pages qui s'enchaînent. Hein. Mais il était important aussi d'introduire cette banalité de la vie au milieu de ces récits protocolaires, pour vous, Constance ? Il y avait plusieurs choses. D'abord, il y avait la nécessité, de même que on ne traverse l'enfer de Dante que parce que Virgile accompagne Dante. Il faut quelqu'un qui vous tienne la main, et il ne s'agissait pas de juste balancer, pardonnez-moi l'expression, ces protocoles d'exécution, même en faisant un copier-coller à ma sauce. Il fallait quelqu'un qui fasse traverser cette matière qui est totalement obscène et que je qualifie de pornographique. Pour moi, c'est ça. C'est la pornographie du réel doit être dite, il me semble. C'est un des enjeux, encore une fois, de la littérature. Mais la pornographie, la vraie pornographie, ça fait peur. Il y a quelque chose de... Bien sûr, on ne va pas le voir. Moi-même, j'avais du mal. Quand j'avais fait une sélection, je calais au bout de quelques heures, de quelques pages, quelques heures. Donc il fallait arriver à trouver un fil. Et il se trouve que la banalité de ma vie, dans laquelle j'étais à ces moments-là, non seulement était un fil facile, c'est pas ça, c'est moins ça, que le sentiment que j'avais, que cette banalité était l'écho de cette chose que je sentais quand je lisais les protocoles. C'est-à-dire que il me semblait voir, ressentir une humanité, la nôtre, celle dans laquelle on vit aujourd'hui, peu importe qu'elle se passait, mais c'était encore plus frappant là-bas, dans le pays dans lequel ça se déroule, enfin voilà, aux États-Unis. Un monde et des gens hantés par notre propre mortalité, hantés par la question du mal, hantés par la question du sens ou par son absence, qui me paraissait dire à la fois quelque chose encore une fois, de notre condition humaine telle qu'elle a été depuis toujours, donc cette chose archaïque, mais avec aussi quelque chose de très contemporain, de très propre à ce que c'est qu'être sur Terre aujourd'hui, d'être un homme en ce moment, qui est, ou pour dire les choses autrement, propre à notre société libérale, positiviste et matérialiste, qui fait l'économie, peut-être pas mal du sens. Ou en tout cas qui ne répond pas à nos aspirations, notre aspiration à un sens, si tant est qu'on puisse en trouver un face à cette condamnation à mort, en nous proposant ce qu'elle nous propose, c'est-à-dire quelque chose de matériel. Et que le jeu la première personne est une sorte de, encore une fois, il lui arrive pas grand-chose, et c'est pas tellement le sujet du livre, mais c'est plutôt une voix ou une figure qui est à l'encontre, qui rencontre d'autres figures, et qui ne fait que retrouver cette même figure de personnage désolé. Et je crois qu'on a tous ça en nous. On est un peu désolé et perdu dans le monde. Et ça me paraissait, je voyais vraiment comme un écho entre ces protocoles d'exécution, cette espèce de folie à la fois ancienne et moderne, aux êtres que je croisais de près ou de loin
à ce moment-là. Donc j'ai essayé de mettre ces deux choses comme ça, sans appuyer, sans expliquer, sans dire que c'était de ça qu'il s'agissait, en rapport. Et ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des moments, vous, Constance, quand vous étiez plongée dans toute cette matière-là, quelles étaient vos propres respirations, à part la pizza pepperoni ou les cacahuètes? Je n'ai pas parlé des moments de grâce. Non, il y en avait? Ou des moments vers lesquels il y a toujours de la grâce, mais bien sûr. Là où vous allez chercher le beau, je ne sais pas, la joie, le bonheur, la respiration, ce qui fait du bien. Tendance à aller très bien, même quand je vais très mal. Mais oui, enfin, c'est ma vision de l'existence, c'est qu'on est damné, mais qu'il y a de la grâce, il y a des moments de grâce, oui, qui ne nous sauvent pas de la damnation. On ne pourra pas être sauvé, mais il y a des moments de grâce, bien sûr. Oui. Et ils viennent à vous ou il faut les provoquer, ces moments-là? Ça, les deux, j'imagine. Non, mais moi, voilà. On peut être très heureux en étant damné. On peut être très heureux en étant désespéré, je crois. Et vous l'êtes, j'espère. Quelle image vous garderez en tête de tout ce parcours que vous avez fait pour ce livre Protocole, dont vous allez dans quelques instants nous lire un dernier extrait? Non, encore une fois, je crois que je suis assez contente d'avoir réussi à faire ce livre, voilà, enfin, à rendre public cette chose. De même que j'avais le sentiment que la loi rendait obsolète la littérature, qu'elle était plus forte. Enfin, un texte qui vous dit vous êtes condamné à mort, qui vous dit ce que disent la moitié des grands livres de la littérature, c'est de ça qu'ils parlent. Enfin, de Kafka à Camus, je sais pas, Bolaño. Enfin, voilà, c'est sans fin. Ou pas mal de films d'horreur dont je suis assez friande. En ce moment, je me fais voilà, bref. C'est la même chose, c'est que ça ne va pas bien. C'est la catastrophe est juste là. Ouais, d'ailleurs, vous écrivez, je dis que La Divine Comédie est un livre réaliste. Oui, je crois. Ouais. Et de les remettre dans la littérature, de remettre ce réel dans la littérature, me paraissait devoir être fait, donc je suis contente de l'avoir fait. Voilà. Bon, gardez-en un tout petit peu pour le troisième opus de cette trilogie triptyque. Oui, mais comme l'au-delà du mal ne s'atteint pas, on trouvera. On termine avec un extrait du roman, du livre Protocole de Constance Debré. Vous êtes à New York dans l'extrait que vous allez nous lire. Le cabinet est au sud de la ville, dans le quartier financier, tout près de l'endroit d'où partent les ferries. La décoration est dans les gris et marrons. Les meubles sont en bois brun, la moquette est grise ou beige, les chaises et les fauteuils sont noirs. Le style des meubles oscille entre le classique faussement ancien et le moderne de bureau. Depuis les larges fenêtres, on voit la mer. Ceux qui y travaillent portent des costumes, des tailleurs, des chemises. Quel que soit le coût de leurs vêtements, le soin qu'ils y portent, on ne remarque rien. Ce sont des avocats, pas des banquiers. Tout est silencieux. Quelle que soit l'urgence, personne ne court jamais. C'est l'un des cabinets d'avocats les plus rentables au monde. Le bénéfice par associé dépasse les 6 millions de dollars et le bénéfice par avocat 1,3 million de dollars. Le cabinet est lié à l'histoire économique du pays, à sa politique aussi, notamment internationale. Son succès, d'ailleurs, tient à ce qu'il a toujours mêlé les deux. J'avais repris contact avec eux quelques mois plus tôt, pour des raisons dont l'intérêt s'est dissous depuis. J'ai néanmoins accepté l'invitation à venir parler de mes nouvelles activités un jour où j'étais de passage. J'y avais travaillé il y a longtemps. J'avais pris un métro, j'étais descendu à la station d'où partent les bateaux, pas loin de l'endroit où les 2 tours se sont effondrées. Le cabinet venait d'accepter de défendre le président récemment réélu dans une affaire d'argent et d'actrice porno. Le nom de la firme est posé devant la tour en lettres grises sur une plaque noire. Ses bureaux occupent les 4 derniers étages.
Je suis entrée dans le hall. Il y avait une pancarte indiquant le cabinet avec une flèche à droite et autre avec une flèche à gauche. Je suis allée à droite. J'ai donné mon nom à l'hôtesse d'accueil. Elle a passé un coup de fil. Quelqu'un m'a accompagnée à l'ascenseur des étages impairs et a appuyé sur le bouton 39. Je suis montée seule. Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Merrill Lynch, SEC, Chapter 11, Signing, Closing, Due Diligence, Hedge Funds, Fusion-Acquisition, Leverage Buyout, Info Memorandum, Lettre d'intention, Accord de confidentialité, Autorité boursière, Marché réglementé. Je me souvenais des noms et des mots. Je pensais à l'épaisseur des choses, à la complexité, le temps que ça demande de descendre dans l'épaisseur, le savoir, le travail. Je pensais à la connaissance qui peut avaler, à l'ignorance. Je pensais à l'épaisseur des intérêts, à l'épaisseur des secrets. Je pensais à Attorney Privilege, secret professionnel et secret d'État. Je pensais aux années 50, à la United Fruit Company, au coup d'État du Panama. Je pensais aux frères qui avaient longtemps été à la tête du cabinet, l'un qui avait dirigé la CIA, l'autre qui avait été ministre des Affaires étrangères. Je pensais au coup d'État en Amérique latine, à la guerre de Corée, à Eisenhower. Je pensais à la baie des cochons, à l'assassinat de Kennedy. Je pensais à la paranoïa, à la vérité des complots. Je pensais à la Warren Commission, à un seul tireur, 3 coups. Je pensais à l'intérêt supérieur des nations, aux guerres secrètes. Je pensais au silence. Je ne pensais pas à ce que j'étais venu faire. Ce que j'étais venu faire était un prétexte pour revenir, pour être dans l'ascenseur, traverser les couloirs, voir le silence, les costumes de bureau, la baie par la fenêtre, les ferries. Les gens ne se rendent pas compte du travail que ça demande, ces métiers-là. Il faut être très fort, très calme. Je pensais à la dureté et à la précision. Je pensais à la loi. Je me disais qu'au fond, c'était la seule chose. L'intérêt qu'on peut avoir pour sa propre existence est dans les interstices. Le cabinet a des règles strictes concernant la présentation des documents, notes, mémorandums, contrats de toutes sortes, à destination des avocats eux-mêmes ou des clients. Tout document doit respecter de strictes règles de forme. Chaque nouveau collaborateur se voit délivrer un manuel qui explique tout ça, une sorte de Bible. Les règles sont anciennes. La police utilisée est courrier, reproduisant celles des machines à écrire. Le texte n'est pas justifié. Il y a d'autres règles. Aucun document n'est finalisé ni diffusé à l'intérieur ou à l'extérieur du cabinet sans passer par l'équipe des proofreaders, disponibles 24 heures sur 24. Ceux-ci connaissent toutes les règles, les espaces, la numérotation, la disposition. Après ma conférence, on m'a accompagnée dans le bureau de l'avocat à qui j'ai parlé au téléphone quelques mois plus tôt. Elle est associée en contentieux. Son bureau est comme le cabinet, classique, neutre, faux ancien, avec vue sur la mer et étagère de livres. Elle se lève et vient s'asseoir en face de moi, autour d'une table ronde, collée contre le mur, parallèle à la fenêtre. Elle parle très doucement. Le meurtre a eu lieu il y a longtemps, dans une petite ville du sud du pays. La femme du type qui a été tué a déclaré qu'un cambrioleur avait tiré sur son mari et l'avait violée ensuite. Sa version n'a pas tenu longtemps. Elle a été condamnée pour avoir commandité le meurtre de son mari à son amant. Elle a signé un deal avec le procureur. Elle a vite été libérée. Son amant, celui qui a tiré, a été condamné à mort. L'avocat public, désigné et payé par l'État, n'a pas fait grand-chose. Il n'est pas allé le voir en prison, il n'a pas répondu à ses coups de fil ni à ses lettres, il ne l'a rencontré qu'à l'audience. Sa fiche d'honoraires, un forfait de 35 heures payable par l'État, indique 20 heures passées à lire le dossier et 15 heures à conduire jusqu'au tribunal. Celle qui me parle a repris le dossier en appel. Elle m'explique les problèmes de preuve, les angles de défense, l'histoire du dossier, les étapes de la procédure, les points de droit. Les documents qu'elle m'avait remis parlaient d'emploi du temps, d'ADN dans une perruque, de collants détruits, de changement de protocole d'exécution. Il y a eu 8 dates d'exécution. Elle a réussi à en faire annuler 7, pas la 8e. Elle est allée voir pour lui dire que le dernier recours a échoué. Elle vient lui dire que c'est fini, que ça va se passer. This is gonna happen. It's happening. Je lui demande de me raconter l'exécution. Je pense que ses yeux qui me regardent ont vu. Elle dit qu'elle était très concentrée, qu'elle regardait tout en tant qu'avocat. Elle n'avait pas le droit de prendre de notes. Elle essayait de tout voir, de se souvenir de tout, dans l'hypothèse d'un éventuel recours à former plus tard.
Elle dit que personne ne regarde personne dans les yeux. Elle dit qu'elle ne recommencera plus. Des pièces immenses, des escaliers, des couloirs, de hauts plafonds, des boiseries, des portraits d'officiers, des armes anciennes. C'est une sorte d'hôtel particulier en haut de la ville, près du parc. Il a abrité un régiment d'infanterie il y a longtemps. Son nom est resté militaire et il en a gardé, de façon ostentatoire, le décor. Il accueille désormais toutes sortes d'événements sans rapport, des expositions, des concerts, des défilés de mode. Se tient ce jour-là, un dimanche d'hiver, on est passé du bleu glacier au noir d'encre d'un coup, une sorte de rallye ou de bal pour enfants. Des élèves de 11 ans inscrits dans les bonnes écoles privées de cette partie de la ville, celles des bonnes familles, celles dans lesquelles on n'entre pas. On peut faire fortune, bien sûr, mais il y a des endroits où on n'entre pas. Des écoles à uniforme, souvent non mixtes, à plus de 50 000 $ par an et par enfant. Les garçons sont en blazer et cravate, enfantins. Les filles portent des robes bustiers ultra moulantes, ultra courtes et des Nike. Elles n'ont pas encore de seins, mais elles sont déjà sexuelles. Elles portent les mêmes cheveux longs et lisses que leur mère. Elles veulent être it girls, influenceuses, se marier. Elles mentent déjà à leurs parents. Elles parlent d'argent, mais tout le monde parle d'argent. Les mères blondes et minces, les cheveux raides, impeccables à 5 heures, titubent de champagne à 7. L'autre jour, l'une des filles de 11 ans s'est jetée par la fenêtre d'un très bel appartement. Les enfants sont de plus en plus nombreux à se tuer. On parle d'épidémie. Le suicide est la première cause de mortalité chez les adolescents. Un tiers d'entre eux est sous traitement. Malgré les médicaments et les thérapies de toutes sortes, les chiffres augmentent. L'épidémie s'étend aux plus jeunes. Les écoles installent des logiciels de surveillance dans les ordinateurs. Les logiciels s'appellent GoGuardian, Gaggle, Lightspeed. L'algorithme fonctionne par mots-clés. En cas d'alerte, on envoie la police, on retire l'enfant de la classe pour l'interroger, ou bien si l'alerte survient en dehors des heures de cours, à l'heure où les enfants parlent entre eux, par le biais du logiciel de classe, la police débarque dans les maisons. On soumet les enfants à un interrogatoire, on les interroge sur la mort. Ceux qui mettent en place de tels logiciels disent que de tels instruments sont très difficiles à débrancher, que la possibilité de sauver une vie empêche de renoncer à la surveillance de tous. Les chiffres concernant les 5-10 ans indiquent que dans 75% des cas, la méthode utilisée est la pendaison ou la suffocation, et dans 20% les armes à feu. La catégorie autre n'est pas détaillée. Elle me parle, mais peut-être que je ne l'écoute plus, que je n'écoute plus l'histoire du meurtre et de la femme et son amant qui tuent le mari avec un faux cambrioleur dans un trou paumé du pays, que je n'écoute plus les histoires d'avocats qui ne font pas leur travail parce qu'ils ne sont pas payés, parce qu'il y a des avocats qui sont des clochards et des avocats qui sont des directeurs de la CIA. Je pense qu'on dit le mal par facilité. Je pense à la phrase de Wittgenstein au début du Tractatus. Le monde est tout ce qui a lieu, le monde est la totalité des faits. Merci 1000 fois, Constance Debré. Merci beaucoup. J'ai tiré au maximum sur le fil du temps. Maintenant, on est un peu en retard, donc je vous remercie rapidement pour nous avoir accompagnés pour cette soirée. Dans quelques instants, merci beaucoup. Constance Debré vous rejoindra à l'extérieur si vous souhaitez pour une séance de signature. Merci 1000 fois à tous et puis très bon week-end. Protocole Flammarion.